Alors pour cette EXP, j'ai décidé de donner une petite dimension journalisme total. C'est la raison pour laquelle je me trouve à Nanterre, en fait, juste à côté des studios Cyanide. Cyanide, si vous suivez un petit peu EXP, vous savez que c'est le studio en charge du développement du RPG estampillé Trône de Fer, donc évidemment ça nous intéresse. Et donc c'est la raison pour laquelle on va aller dans le studio et puis on va poser les questions qui vont bien. Allez, c'est parti. Non, viens avec moi. C'est donc à Cyanide que nous avons pu rencontrer une partie du staff en charge du RPG Game of Thrones. Un projet ambitieux dans les mains d'un petit studio qui travaille sur ce titre depuis plus de 3 ans. Cette visite a été l'occasion de constater que l'on a affaire ici à de vrais passionnés de jeux de rôle sous toutes ses formes, mais aussi et surtout à des die-hard fans de l'univers créé par George Martin. Moi en fait j'ai découvert la licence par les bouquins il y a un bon bout de temps puisque j'ai commencé à les lire avant de rentrer à Cyanide, donc il y a plus de 6 ans. Donc ça c'était mon premier contact avec la licence. Ensuite on a pas mal joué aux jeux de plateau. Moi j'aime bien les jeux de plateau. À chaque fois que je jouais aux jeux de plateau je me suis embrouillé avec tous les gens avec qui j'ai joué. Donc on a un petit peu arrêté de jouer mais j'aime beaucoup le jeu de plateau. Donc la première approche du Trône de Fer ça a été il y a 6-7 ans. Quand j'ai ramené à Cyanide le jeu de plateau et auquel on jouait le midi ensemble, entre nous, au jeu de plateau. Après seulement, j'ai lu les bouquins et j'ai pas joué au jeu de cartes. Pour des personnes qui s'intéressent à la fantasy, le Trône de Fer font partie des noms, des sagas à lire, donc c'est incontournable. Patrick, le directeur de Cyanide, en avait déjà parlé en fait et il avait déjà dit que c'était un très bon livre et donc nous on a dit ok, en papotant en fait c'était avant tout venu par des discussions et donc du coup je m'y suis intéressé et ensuite est arrivé le fait qu'on a eu la licence et là du coup il y a eu un engouement, on s'est dit c'est vachement bien, du coup on s'est intéressé et là ça a pris de l'ampleur. Notre patron adore la licence par les bouquins lui aussi et il avait déjà contacté George Martin pour lui proposer de travailler ensemble sur ce jeu de rôle. Cela faisait effectivement pas mal d'années que Cyanide cherchait à acquérir la licence, et ce avant même la hype récente générée par la série télévisée. Une fois la licence obtenue, une relation de travail s'est donc installée entre George Martin et le studio. Une collaboration qui a tourné essentiellement autour des aspects narratifs et graphiques du jeu, que l'auteur validait au fur et à mesure de leur création. C'est pas vraiment un joueur de jeux vidéo. Il a 63 ans, 64 maintenant. Il est pas trop dans le gameplay. Lui il est plus dans l'histoire, c'est son truc, c'est ses livres et tout. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la cohérence avec son univers, sur le fait que lui-même était impliqué sur le fait que, en fait, qu'est-ce qu'on raconte quoi. Est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça s'implique bien, est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée pour les fans. Et oui, la réponse était oui évidemment. C'est pour ça qu'on a mis un an à l'écrire, c'est parce qu'on a vraiment passé du temps pour être sûr que ça soit vraiment un objectif qui soit atteint. Donc voilà, au niveau de l'histoire, il a fait beaucoup de retours. Au niveau de même, tu vois, c'est aller dans les détails, genre les noms des personnages. Pour lui, c'était hyper important. Donc chaque nom de personnage, même, on vérifie avec lui. According to Maester Martin, Valar razed the castle and Lord Halton is dead. Il a une approche qui est hyper créatrice. C'est-à-dire que à aucun moment donné, il n'a été frustrant. Il a toujours été dans notre sens, dès le simple fait qu'il a compris que sa licence, on allait la respecter, on allait respecter les codes, on n'allait pas dire aux personnages qu'on utilisait de sa licence n'importe quoi, ils n'allaient pas mourir, ils n'allaient pas... Voilà. Tout ça, nous, on s'est assuré de le respecter. Dans tous les entrelignes, nous, on a pu développer ce qu'on voulait et lui nous a poussé et aidé dans ce sens-là. Il n'a été absolument pas castrateur sur aucun point de l'étape de création. Donc là-dessus, ça a été franchement super agréable. His mother is dead. She was assassinated by Valar. Quelque chose sur lequel il a donné beaucoup de feedback, c'est aussi le visuel. Parce qu'évidemment, lui, il décrit des choses dans les bouquins. Et je sais pas si tu es au courant, mais il y a des livres, des artworks, des book of artworks de son univers. Il y en a déjà 2 qui sont sortis, on est dans le 2e d'ailleurs, qui sont en fait des gens, n'importe qui, des artistes professionnels ou pas, qui ont fait une représentation de ce que eux pensaient être. Et donc toutes ces représentations sont validées par George Martin. Et ce qui est très intéressant quand tu regardes sur Artbook, c'est que tu vois que tout le monde a une vision différente de tout quasiment. Et donc il a fallu essayer de travailler sur une vision commune avec George Martin, de se dire, bon bah là il y a déjà eu 10 trucs de créer, nous on a créé un 11e en s'inspirant beaucoup du 3e et du 7e, et en apportant nous-mêmes notre propre touche. Est-ce que, parce qu'on pense que c'est vraiment le plus cohérent et le meilleur visuellement, est-ce que toi ça te plaît, oui, non, pourquoi, bon bref. Et donc voilà, il y a eu pas mal d'itérations à ce niveau-là. Notamment au niveau des environnements, on a scrupuleusement respecté la licence. On a également beaucoup décortiqué comment l'auteur décrivait ses environnements. Par exemple pour Black Castle, où chaque bâtiment en fait a été localisé en fonction des descriptions de l'histoire qui s'y déroule dans l'œuvre. Donc le placement des bâtiments n'a pas été fait de façon aléatoire. Par exemple la commanderie se place à la bonne position par rapport au réfectoire ou la tour d'Aemon ou ainsi de suite. Chaque bâtiment important en fait ont tous un emplacement qui respecte scrupuleusement ce que l'auteur a décrit.
L'environnement créé, la cartographie de Westeros a été également scrupuleusement respectée. Notamment, on parlait tout à l'heure d'environnements qui ont été inventés et rajoutés à la licence. Ces environnements ont été placés donc, sur la carte de Westeros et je dirais que l'ambiance qui en découle et l'univers qui a été créé autour de ces villes respecte la position qu'on retrouve forcément dans Westeros. Donc si on se retrouve dans le Conflant avec une position de ville près d'un des fleuves, forcément on va le retrouver dans le background, on va le retrouver dans l'univers, et afin qu'on ait une immersion totale en respectant cette licence qu'on a tous beaucoup aimée. Un respect scrupuleux de l'univers de l'auteur donc. Mais Cyanide a également dû faire avec le succès de la série télévisée, qui a en quelque sorte imposé des standards visuels, comme des environnements ou des personnages principaux. Ce qui était important pour nous, c'était le niveau image de marque. Les fans qui ont lu le bouquin, de toute manière, ils étaient, entre guillemets, acquis. Ils savaient qu'un jeu vidéo allait sortir dans l'univers de ce qu'ils ont adoré lire. Il n'y a pas de problème pour eux, on n'aurait pas eu grand-chose pour les convaincre. Par contre, ce que fait la série, c'est que ça a apporté au grand public la lecture de cet univers-là. Et eux, maintenant, ils ont déjà une première image de cet univers-là. Et nous, notre but, c'était de ne pas arriver en disant, en fait, c'est la même chose, mais regardez, tout est différent. Donc on a défini un espèce de cahier des charges pour savoir qu'est-ce qui définissait la licence, qu'est-ce qui était essentiel dans la licence HBO. Donc c'est pas A Game of Thrones, c'est Game of Thrones. Et donc il y a le nom, il y a la musique, il y a le logo, les bannières, les tabards, le trône, qui est une icône, et les visuels des personnages principaux. Nous, on a commencé le développement il y a à peu près 3 ans et on n'avait aucune idée qu'une série télé était en cours. À peu près 1 an de dev après qu'on ait commencé, HBO arrive avec sa série et là ça change effectivement un petit peu la donne parce que nous avons une interprétation par rapport au livre, mais au-delà des livres, maintenant HBO vient imposer un visuel. Afin de ne pas perdre l'ensemble des personnes qui ont affaire à cette licence, notamment via la série télévisée, on a été obligé de modifier quelques aspects graphiques, que ce soit sur les personnages mais également au niveau des environnements, afin de se rapprocher, de concorder, avoir une similitude justement avec ce support visuel qui sortait avant nous en fait finalement. Du coup, vu qu'un visuel nous était imposé, on était forcément obligé de s'en rapprocher. Surtout qu'elle a eu un grand succès. Je pense que dans la globalité, dans la mentalité des gens, en fait, ce visuel s'est imposé et que pour nous ne pas nous retrouver un peu en marge, en fait, on se devait de rectifier le tir. Par exemple, nous avons le trône de fer. Typiquement, nous avions des first design, des premiers designs sur ce trône où on avait une approche et une vision relativement complètement différente de ce qu'a fait HBO, et quand c'est arrivé, il a fallu tout recommencer, clairement. Et effectivement, le trône de fer, c'est un des éléments emblématiques de la licence, donc typiquement, ça a été refait complètement à l'image de ce que HBO avait fait. Et donc sur tous ces points-là, on a travaillé avec eux, ils nous ont envoyé des datas, on les a modélisés, on les a renvoyés pour savoir si ça plaisait, si les acteurs étaient d'accord. On a contacté les agents des acteurs pour pouvoir les enregistrer, pour avoir les voix officielles des acteurs de la série US, et dans les autres pays, les traducteurs, donc les doubleurs officiels de la série, pour qu'ils aient exactement à chaque fois dans chaque pays la bonne voix par rapport au personnage. L'histoire de Game of Thrones, le RPG, mettra en avant 2 personnages créés par Cyanide. Alistair, un prêtre rouge, et Morse, un frère de la garde de nuit. Et si on ne sait pas encore exactement ce qui nous attend en termes de scénario, on sait toutefois que l'équipe a passé 1 an à imaginer une trame et des personnages susceptibles d'accrocher ceux qui suivent de près cette série. Nous, on est des fans donc, de l'auteur, et on est des fans de l'univers qu'il a créé. Et comme on l'a dit, nous, notre volonté, c'était vraiment d'amener une histoire au next level, d'essayer vraiment d'apporter une histoire qui était exceptionnelle, et l'univers s'y prêtait bien. Du coup, on s'est mis beaucoup de pression, je crois, dès le premier jour, en se disant grosse licence, grosse qualité narrative, va falloir faire au moins aussi bien, c'est le but. Donc on a transpiré sans EO, on a passé la première année à écrire juste le scénario du jeu. On a jeté au moins une vingtaine de drafts, on a fait beaucoup de tentatives, on a mis beaucoup de temps à chercher qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qui était vraiment l'essence du trône de fer, pour vraiment être sûr qu'on pouvait le traduire dans le jeu, et ensuite ramener d'autres trucs. Un des trucs, voilà, typiquement en termes de narration, qui était très important pour nous, en tout cas nous on adore, c'est la narration. On la voit pas trop dans la série télé, mais dans les bouquins on le voit beaucoup, c'est la narration par point de vue.
Donc t'as un personnage un point de vue, puis un autre personnage autre part son propre point de vue, et ça alterne comme ça, etc. Donc voilà, dans les bouquins ils ont 8 à 12 personnages point de vue. Clairement dans le jeu de rôle, nous c'était pas possible d'en faire autant, ça aurait vraiment perdu le joueur. On a fait quelques prototypes à une époque, avec plusieurs points de vue, c'était trop. On est redescendu à 2 finalement, avec cette alternance, un personnage un chapitre, un deuxième personnage un deuxième chapitre, et hop tu reviens au premier, etc. Et ça justement ça remplit complètement ce dont tu parlais tout à l'heure, à savoir le principe de cliffhanger, où c'est monté un peu comme une série télé, à la fin de chaque chapitre, t'as envie de savoir la suite, mais hop tu rebondis sur le deuxième personnage, et quand c'est fini t'as envie de savoir la suite, oh cool je reviens enfin au premier, donc je vais enfin pouvoir savoir ce que... Donc voilà. Donc nous voilà, les twists, les révélations, les cliffhangers, on a vraiment travaillé pour qu'il y en ait dans le jeu. On parlait de Planescape tout à l'heure, tu vois voilà, il y a de la révélation, il y a du twist quoi. Et maintenant on voit des RPG qui sortent sans twist. Nous, moi et Tom, ça nous fait halluciner. On se dit mais comment tu peux sortir un RPG sans twist, c'est plus possible. On avait vraiment défini des piliers, le fait de découper par chapitre, finir sur les cliffhangers, avoir tant de personnages principaux, tant de héros, les twists, on les a définis. Enfin voilà, l'élaboration de toute cette architecture là, ça nous a pris 1 an. Donc ça a été dur, mais dur du côté créatif. Donc c'est dur et fun. C'est à refaire. Game of Thrones donne dans le style RPG, un choix qui semble s'être naturellement imposé à Cyanide lorsqu'ils se sont attaqués au projet. Le genre c'est vraiment RPG, on a même plutôt tendance à dire old school RPG, je sais pas si ça te parle mais en gros c'est plutôt, nos références c'est plutôt des anciens jeux de rôle, c'est-à-dire des jeux de rôle où il y a un gros contenu scénaristique, l'aspect jeu de rôle est très prononcé, feuilles de perso, inventaire, ce genre de choses qui ont tendance maintenant justement avec les RPG, action RPG modernes à être un petit peu effacées au profit de beaucoup plus d'action. Nous on aime bien effectivement l'aspect vraiment jeu de rôle, on est à Cyanide des gros joueurs de jeux de rôle papier, donc c'est souvent nos références, une référence qu'on cite souvent, plus que Baldur's Gate d'ailleurs, c'est Planescape Torment. C'est vraiment notre jeu, un de nos jeux phares. Et donc c'était notre grande référence quand on a commencé à travailler là-dessus. Et pourquoi jeu de rôle pour cette licence comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était important pour nous d'étendre l'univers et de pas créer un jeu où tu joues l'histoire. Les deux raisons, c'était qu'on voulait à tout prix faire vivre aux joueurs une nouvelle histoire, et surtout on considérait ça comme pas très intéressant de rejouer une histoire dont on connaît déjà la fin. À Cine, on est très histoire, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans les jeux vidéo, qui est souvent un peu sous-représenté malheureusement, et donc on s'est posé beaucoup de questions sur comment faire vivre aux joueurs une belle histoire, et la première réponse c'était certainement pas en lui faisant revivre une histoire qu'il a déjà lue ou déjà maintenant vue dans la série télé. Cyanide a donc fait le choix de se lancer dans un RPG à l'occidental et d'y inclure un certain nombre d'éléments spécifiques à ce genre, à l'image de ce système de combat qui nous rappelle les KOTOR et autres Dragon Age, mais aussi des choix qui ont des conséquences sur l'histoire. Moi j'ai beaucoup travaillé dessus et je trouve que il y avait 2 trucs qui étaient importants pour nous. Le premier c'était de faire un système de combat stratégique. En tout cas qui te demande de brancher ton cerveau à tout moment du combat. Pour nous, Game of Thrones, c'est de la politique, c'est de la réflexion, c'est pas de la baston, c'est pas bourrin. Il y a quelques batailles dans les livres, mais il y en a peu au final, et au final, les batailles servent pas souvent le côté action, mais plus le côté stratégie autour du truc. Donc c'était définitivement important pour nous d'être sûr qu'on avait cet aspect stratégie et réflexion en combat. Mais en même temps, on voulait aussi, puisque voilà, on est en 2012, qu'on sort un jeu sur console aussi, un rendu qui soit plutôt visuellement sexy. Et c'est pour ça qu'on a un espèce de système un peu hybride qui est du temps réel, donc tu peux contrôler directement ton personnage. Par contre, et là on a une grosse référence à Knights of the Old Republic, je sais pas si c'est l'occasion d'y jouer, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, de BioWare, où tu peux à tout moment, alors là où on a un peu innové, c'est que tu ne mets plus le jeu en pause, tu ralentis le jeu. On a vu d'ailleurs, nous on l'avait déjà fait, le jeu était en développement, que Witcher a fait un choix similaire, qu'on aime bien en fait, puisque ça te permet d'éviter ce qu'on voit un petit peu dans Baldur's Gate ou KOTOR, justement, où tu mets la pause et tu t'endors un peu. C'était pas imaginable de créer un jeu sans choix, mais surtout sans conséquences, parce que les choix pour le fluff entre guillemets, c'est sympa des fois, mais bon, clairement c'est pas satisfaisant. Donc on voulait des choix avec conséquences, et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et on a travaillé à plusieurs niveaux. On a donc les choix au sein d'un même dialogue, qui vont donc faire brancher le dialogue dans différentes directions. On n'a pas un système de topic, on a vraiment un système de dialogue linéaire qui va être emmené dans une direction en fonction de tes choix. On a du coup des fois ces choix vont avoir des conséquences sur la quête ou sur le chapitre, donc sur vraiment la résolution de la quête qui peut se résoudre de plusieurs façons différentes, et le chapitre pareil qui peut se résoudre de plusieurs façons différentes. Et là où on a poussé le truc, et je pense que c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a amené certains de ces choix qui sont à long terme. C'est-à-dire que tu vas des fois faire des choix dans le début, par exemple juger quelqu'un dans une prison qui te paraît être un choix un peu comme ça, le libérer, l'exécuter ou le laisser en prison, et en fait 7 chapitres plus tard tu vas revenir dans cette même ville qui va être assiégée et tu vas avoir besoin de l'aide de tout le peuple, et ce bonhomme là, en fonction de des choix que tu as fait, si tu l'as relâché
caché, en fait, ça se trouve, ce sera lié à l'ennemi ou pas, en fonction de d'autres choix que tu as fait d'ailleurs. Soit tu l'as exécuté et clairement, peut-être que c'est sa famille que tu vas retrouver contre lui, ou alors lui en tout cas pourra pas t'aider. Et si tu l'as laissé en prison, tu pourras le recruter dans ta propre armée. D'ailleurs, peut-être qu'il te trahira parce que tu l'as laissé en prison, qui sont encore une fois des conséquences à d'autres choix que tu as fait. Donc voilà, donc les choix à long terme, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a amené et qui était très important. Donc tous ces chapitres ont vraiment plein de façons de se résoudre et on arrive quand même à la fin, on a réduit un petit peu le scope avec seulement 4 fins complètement différentes, pas un changement de couleur. Oh, C'est pas pour être méchant. On connaît désormais les intentions des développeurs et les différents challenges qu'ils ont dû relever pour créer Game of Thrones le RPG. Et si l'équipe nous a paru définitivement sympathique, passionnée et sérieuse dans son travail, on attend toutefois d'avoir l'animal entre les mains pour se prononcer sur ses qualités. Réponse le 1er juin sur PC, 360 et PS3 et peut-être dans le prochain EXP.